Bonjour. Donc, c'est un travail qui a été fait avec une petite entreprise qui s'appelle Predical Science. Stéphane Bessot et Stéphane Moriot sont les cofondateurs. Et Julie Auger, en fait, une chercheuse postdoctorante qui a été financée par le CNRS. Donc, comment a commencé ce projet? Ce projet a commencé par l'intermédiaire d'AMIES, qui est l'agence pour les mathématiques en interaction avec l'entreprise et la société. Et c'est un LabEx, en fait, qui a pour objectif de mettre en relation des entreprises qui ont des problèmes, qui ont des questions autour de leurs données, des use cases, et des chercheurs, en fait, de nos laboratoires. Donc, en 2016, Stéphane Bessot et Stéphane Moriot ont rencontré un facilitateur AMIES. Donc, ça a été une démarche, en fait, de leur part. Et AMIES, à ce moment-là, recherchait des chercheurs mathématiciens capables éventuellement de se pencher sur leurs problématiques pour évaluer si on pouvait apporter des éléments de réponse mathématiques, algorithmiques à leurs questions. Donc AMIES a financé une chercheuse qui est Julie Auger, qui a travaillé avec moi pendant 18 mois sur ce qu'on appelle en fait une preuve de concept. Donc je vais vous présenter la question. Alors, Stéphane Bessot en fait est quelqu'un qui travaille dans le bâtiment depuis longtemps et il avait une idée il y a 2 ans et une question. Il voulait savoir si des capteurs de mouvement qui seraient installés dans un environnement, on va dire un appartement, et qui enregistrerait donc le mouvement d'une personne qui se déplace dans une pièce, pouvait apporter de l'information, pouvait apporter une aide au maintien à domicile des personnes âgées et au suivi des personnes fragiles. Donc ici sur ce graphique, on a un appartement. Donc les ronds de couleur, en fait, ce sont des capteurs. Et quand une personne en fait va rentrer dans une pièce, ce sont des capteurs infrarouges qui vont détecter en fait une différence de chaleur et donc par conséquence en fait un mouvement. Et c'est ce qu'on appelle en fait des capteurs événementiels. Donc là sur mon graphique, il y a une personne qui est rentrée dans la pièce avec le capteur orange. Le capteur a déclenché un on. La personne est restée dans la pièce et quand la personne a quitté la pièce, à ce moment-là, le capteur a émis un signal off. Ensuite, la personne est rentrée dans la pièce bleue, on-off, etc. Donc, ces capteurs, ce sont des petites choses comme ça, en fait, qui sont fixées, enfin, collées, ajustées sur les murs de l'appartement. Et ces informations sont collectées dans une base de données. Donc là, je vous montre, en fait, sur plusieurs jours, l'information qui a été collectée pour un environnement. Donc, en abscisse, vous avez les jours et en ordonnée, vous avez une journée, donc de 0 à 24 heures. Donc, ce code barre, il se lit verticalement. Donc, pour une journée, on voit qu'il y a eu une activité de mouvement. Enfin, il y a un capteur qui a déclenché là, vers 1h du matin, donc très peu de mouvement, on va dire de 0 à 7h30 du matin, à 7h du matin. Ensuite, il y a des mouvements et puis jusqu'à minuit. Donc quand on regarde en fait globalement ce qui se passe, on voit très bien en fait des lignes foncées qui vont correspondre en fait à des détections de mouvements. Alors on voit que ces lignes sont régulières. Donc on a des mouvements, on a vraisemblablement des habitudes au cours de ces quelques semaines d'enregistrement. On a aussi des périodes en fait, où il n'y a pas de données, où il n'y a pas d'observation. Donc ça, c'est un autre environnement, donc le même graphique. Et donc on voit de façon très claire, si je switch entre les deux images, qu'on a des détections de mouvement, mais les signatures en fait, de détection de mouvement à travers ces images sont radicalement différentes en fait, entre ces deux événements. Donc ça a déjà une conséquence mathématique, algorithmique. C'est si on veut mettre en place en fait, des algorithmes qui vont permettre d'extraire une information intelligente,
il va falloir que ces algorithmes soient adaptatifs, c'est-à-dire puissent s'adapter à une détection pour chacun des environnements. Alors la question qu'ils nous ont posée, c'était celle-là. Est-ce qu'il était possible d'utiliser les données qui étaient connectées par ces capteurs, donc Internet of Things, pour proposer une surveillance automatique et un diagnostic auprès des personnes âgées dans le but qu'elles restent plus longtemps à la maison et éventuellement dans le but en fait, de faire de la prévention. Donc ici, on va être, c'est ce qu'a présenté la personne précédente, dans une IA dite numérique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des algorithmes de machine learning qui vont travailler sur des données numériques et non pas symboliques. Et on va utiliser des outils à la fois de statistiques et de machine learning. Donc quand on utilise ce genre d'outils, il y a un schéma qui est très classique et qui est très générique. On va partir de données qui sont des données brutes, qui sont des données numérisées. Donc ça peut être des données d'un patient, pour lequel on va avoir sa pression artérielle, son poids, sa taille. Pour nous, en fait, ce sont des données qui vont être collectées par des capteurs. Ensuite, ces données, il y a une question à se poser. Est-ce que mes données sont fiables? Est-ce que j'ai raison d'utiliser ces données par rapport à une décision que je vais vouloir établir compte tenu des données que j'observe? Sur ces données brutes, en général, on ne les prend pas telles quelles. Il y a ce qu'on appelle des extractions de features. Alors, soit des extractions automatiques, soit des extractions qui nous sont données en fait, par des experts du domaine. Et ensuite, il va y avoir un algorithme, donc une méthode mathématique qui va permettre d'extraire une information à partir des features, qui va proposer une surveillance et ensuite une décision. Donc ça, c'est quelque chose de très générique. C'est un schéma décisionnel. Donc à partir de données brutes, on effectue un certain nombre de traitements pour donner une décision. Donc dans notre cas, les algorithmes en fait, de machine learning vont se trouver à 2 étapes. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui vont travailler sur les données d'entrée de façon adaptative. Donc une première étape, on va se poser la question, toujours quand on utilise une donnée, est-ce que j'ai raison de l'utiliser ou pas pour établir le diagnostic? Si on estime qu'on n'a pas raison, et on verra comment on peut avoir un doute en fait, sur les données, à ce moment-là, on va s'arrêter, c'est-à-dire qu'on dit qu'on ne va pas proposer de décision. Et si ma donnée est fiable, on va proposer un monitoring, et ces algorithmes de surveillance, à nouveau, on va retrouver des algorithmes de machine learning. Donc ces données, là je reviens sur mes données. Donc je suis dans un appartement. Mes données sont enregistrées par les différents capteurs de mon appartement. C'est ce que j'ai représenté de manière un petit peu différente ici. Donc en abscisse sur ce graphique, on a une journée, donc de 0 à 24 heures. En ordonnée, on a pour chaque ligne verticale en fait les pièces pour lesquelles on a un capteur à l'intérieur de la pièce. Donc ici, on a 6 pièces. Et là, une petite barrette en fait, nous dit quand il y a eu un on, c'est-à-dire quand il y a eu une détection de mouvement. Donc ça, en statistique, c'est ce qu'on appelle en fait des données ponctuelles, des données événementielles. C'est-à-dire qu'au cours du temps, donc le temps de T0 ici jusqu'à 24 heures, je vais avoir une information on, détection de mouvement, qui va être datée donc pour ce jour-là, pour cette date-là. Une des difficultés, c'est que la distribution en fait, de probabilité qui gère ces événements, elle est inconnue. On ne sait pas, on va essayer de voir si on peut l'inférer pour chaque personne. Mais a priori, il n'y a personne qui nous dit c'est une loi gaussienne, c'est une loi de Poisson, elle est inconnue. Donc on va utiliser des outils statistiques dans un premier temps pour essayer de comprendre ces données et pour mettre en place une méthode de surveillance. Alors, quand on a des données, et on va avoir collecté des données avant de démarrer notre étude pendant quelques mois, on a en général 2 types de données. On a des données dites expérimentales qui sont collectées dans des environnements
contrôlées, des données sur lesquelles on peut avoir une certaine confiance. Et puis, on a des données opérationnelles qui sont stockées dans une base de données ou qui sont... alors, ces données peuvent être collectées dans des environnements ou c'est des données qu'on peut avoir sur Internet. Et dans la mise en place en fait, d'une solution qui est basée sur des outils de machine learning, il y a en général en fait 2 étapes. Il y a une première étape qui est une étape de data mining. C'est une étape qu'on a mis en place en fait, dans ce projet. Et pendant les premiers mois, on va essayer de comprendre en fait, avec toute notre expérience statistique de modélisation, ces données, pour essayer de mettre en place en fait, des algorithmes de surveillance qu'ensuite on va mettre en place et qu'ensuite on va paramétrer. Et bien sûr, ici, c'est toujours très, très profitable d'avoir une expérience, de travailler avec des experts humains. Dans la deuxième étape, donc ça c'est une étape qui est faite par un ingénieur statisticien qu'on appelle aujourd'hui peut-être data scientist. Ça va être une étape en fait de modélisation où on va tester et mettre en place des outils mathématiques, algorithmiques qui vont, à partir des données, proposer une décision. Et à ce moment-là, il y a 2 étapes. Il y a, comme présenté dans l'exposé précédent, il y a une étape dite de calibration, d'estimation des paramètres de notre modèle, qui va travailler à partir d'une base de données, qui peut-être va s'avérer biaisée par rapport à ce qu'on va faire, mais cette première étape de calibration, il faut bien la comprendre parce que c'est très important. À ce moment-là, on va figer des paramètres qu'on va calculer pour être adaptés à notre modèle, mais ces paramètres, on les calcule à partir de l'information qui est proposée dans la base de données. Ça, c'est fait. Deuxième étape, on va utiliser le modèle dans un mode prédictif. Il va nous fournir des décisions au fil de l'eau. Et là, donc dans la première étape, il fallait être vigilant. On veut faire un bon modèle. Mais dans la deuxième étape, il faut être aussi très vigilant. Qu'est-ce qui nous garantit que le modèle qu'on a préalablement calibré sur la base de données va être toujours opportun pour les diagnostics qu'on va faire? Alors, je reviens à notre question. À partir des données événementielles, on va avoir 2 objectifs dans ce projet-là. Premier objectif, ça va être de détecter, de calculer des indicateurs de vie. Donc des indicateurs de vie, c'est l'heure du lever, l'heure du coucher, d'estimer une période d'activité dans la journée. Et c'est ces indicateurs qu'on va vouloir suivre. Et puis on a un deuxième axe qui va être de surveiller ces indicateurs de vie. Et là, on va extraire en fait, des choses un petit peu plus compliquées. En particulier, on va essayer d'estimer l'activité de la personne au milieu de la journée. Alors, on a des contraintes. Ce qu'il faut voir, on est dans un mode dit non supervisé. C'est-à-dire que les données, on les a récoltées via des capteurs et personne ne nous a dit à quelle heure la personne se lève tous les matins, à quelle heure elle se couche, à quelle heure elle déjeune. Personne ne nous a apporté une information labellisée, supervisée par rapport à nos données. D'accord ? Donc ça, il va falloir le découvrir. On va voir un petit peu comment on peut se garantir. Alors, on a mis en place une solution pour détecter à partir de données de ce type-là des levées et des couchers. Je vais vous l'expliquer. C'est une solution qui est basée sur un outil qui s'appelle le maximum de vraisemblance. Alors, quand on regarde en fait une signature comme ça dans la journée, et quand on compare justement les signatures de différentes personnes, on s'aperçoit qu'une personne, d'un environnement à l'autre, n'a pas forcément la même façon de se lever. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se lèvent, qui vont déjeuner dans leur cuisine et puis qui ne bougent pas. Il y a des personnes qui se lèvent, qui font le tour de l'appartement. Il y a des personnes qui font de la gymnastique, etc. Donc il va falloir mettre en place un algorithme pour chaque personne. Donc ce que nous avons proposé,
c'est de découper en fait la journée en intervalles de temps, et on va caractériser notre algorithme en fait de levée par deux paramètres qui sont le nombre de trains de spike, on pourrait dire, mais le nombre de on observés sur un intervalle donné. Et là, ici, l'intervalle donné, ça a été une période de 10 minutes. Donc, on va avoir un algorithme qui va dépendre de deux paramètres. Et toute la question, c'est comment on estime quelle valeur en fait, donner à ces paramètres. Et donc, la difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est que chaque senior a vraiment son mode de vie. Donc, essayer d'agréger tous les comportements des personnes, toutes les données, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, à partir d'un historique de données, on calcule ce qu'on appelle une fonction de vraisemblance. Donc, on va essayer plusieurs valeurs de paramètres pour alpha, pour bêta. Et ensuite, on va récupérer les paramètres qui, ce qu'on appelle maximise la vraisemblance. On va récupérer les paramètres les plus opportuns pour mettre en place la détection. Donc, cette phase, la phase de gauche, ce sont des paramètres qui sont calculés à partir de données historiques. C'est ce qu'on appelle la période d'apprentissage. Ensuite, ces paramètres, on va les figer et on va les utiliser pour faire de la détection. Et c'est ce que vous voyez sur la droite. Donc, pour un mois, ici, j'ai représenté le lever de la personne détecté à l'aide de notre algorithme. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne-là se lève tous les jours aux environs de 8 heures, qu'il y a des points peut-être aberrants, anormaux. On peut se demander pourquoi. Là, on a un lever vraiment très précoce, à 4 heures du matin, ici à 10 heures. Donc, on a des points qui sont vraiment à l'écart. On peut se poser une question, j'y reviendrai. Ici, un deuxième environnement. Vous voyez que pour cette personne-là, la détection est beaucoup moins régulière et on a une détection autour de 8 heures. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a mis en place sur ces données, donc extraire des indicateurs de vie de façon automatique. Un deuxième travail a été de voir si on peut caractériser les données de la journée pour établir un diagnostic. Donc, ce que j'ai repéré sur la partie de droite, c'est un capteur qui est installé en fait sur le frigo de la personne. Et là, ce que vous voyez au cours du temps, de 0 à 24 heures, c'est l'ouverture du frigo. Donc là, la personne, elle a ouvert son frigo environ à 8 heures du matin, là à 20 heures. Ça, c'est une deuxième journée et puis une troisième journée. Ce qu'on voit en comparant ces données, c'est que ces données, en fait, sont très irrégulières. Bien sûr, une personne, elle ouvre son frigo, pas tous les jours à 10 heures du matin, pas tous les jours, en fait, à 8 heures du soir. Quand on regarde ces données à ce niveau de régularité, c'est extrêmement difficile, en fait, de faire un modèle. Parce que si on agrège tout est vraiment... On ne peut pas extraire d'informations régulières. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement extraire une information régulière de ces données, parce que si on arrive à extraire une information régulière de ces données, alors on pourra se baser sur cette extraction pour éventuellement mettre en place une surveillance. Donc, on va supposer en fait un modèle de statistique où la donnée observée en fait est égale à la donnée provenant d'un modèle qui n'est pas connu, plus un bruit. Et ce qu'on va essayer en fait d'estimer, c'est à partir de notre observation, cette fonction qui est notre modèle. Et là, la grosse question, c'est quelle est l'échelle d'étude et quels sont le niveau de régularité qu'il faut obtenir pour avoir un comportement régulier. Donc là, je vous montre uniquement des données qui ont été agrégées en fait à la semaine. Donc là, ici, ce que vous avez, c'est les données donc, pour l'ouverture du frigo qui ont été agrégées première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, etc. Et là, ce que vous avez, tout simplement, c'est une enveloppe sur des courbes, ce qu'on appelle en fait une estimation de la densité, mais sur des courbes en fait de l'ouverture du frigo. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a un faisceau de courbes en fait qui est plutôt resserré. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, sur ce graphique-là, enfin, on voit bien, moi je le vois bien, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais ce graphique, en fait, en abscisse, donc on a de 0 à 24 heures, et une courbe, en fait, c'est, on peut dire comme ça, c'est une fréquence, en fait, d'utilisation du frigo. Et ce qui est un petit peu
ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on voit que sur ces 10 semaines, l'utilisation du frigo, on a vraiment une régularité, toujours à partir de 10 heures, toujours à partir autour un peu avant 20 heures. Et cette régularité, en fait, on va pouvoir l'utiliser pour établir une surveillance et un diagnostic. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le comportement est vraiment spécifique à chaque senior. Donc là, vous avez le faisceau de courbe, en fait, pour un environnement, c'est ce que je vous ai montré. Et puis ici, vous avez le faisceau de courbe, toujours pour l'ouverture de ce frigo, pour une autre personne. Donc on voit que les comportements sont différents. Donc le premier enseignement en fait, de ce travail, qui est une preuve de concept, c'est qu'on n'a pas réussi en fait, à agréger ces données de tous les environnements pour faire quelque chose qui nous semblait raisonnable. Par contre, ce dont on s'est aperçu, c'était qu'il y avait vraiment de l'information dans chacun des environnements, et toute la question en fait, statistique, c'était d'extraire en fait, une information régulière de ces données. Et donc, en conclusion, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? À partir de ces données, on a pu travailler en fait, dans 3 directions. Première direction, c'est ce que je vous ai dit, extraire des indicateurs de vie, lever, coucher, période d'activité, absence. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Ici, vous voyez uniquement, donc, vous avez les jours qui s'écoulent au fil de l'eau. Vous avez les heures et les journées, pardon, et pour chaque journée, sur ce graphique, en fait, on voit l'heure de lever, l'heure de coucher, et donc on peut estimer la période de sommeil, enfin la période où la personne dort, et puis éventuellement la période d'activité. On a eu une deuxième direction qui était d'extraire ce qu'on a appelé en fait des indicateurs de vie, où là on a fait de l'estimation de densité autour de la journée par rapport à différentes directions. Donc ça, ce sont des choses qui sont estimées à partir d'un historique de données. Et puis aussi, on a une approche en fait, où on a proposé du diagnostic à partir de données qui sont des données de graphes, parce que dans un environnement, chaque pièce en fait, peut être le nœud d'un graphe, et on va essayer d'estimer en fait, les comportements et de se servir de ces comportements à la fois pour mettre en place un diagnostic automatique. Donc ça a l'air parfait. Ça nous a demandé beaucoup de travail, mais on était assez satisfaits parce qu'une première conclusion, c'était qu'on pouvait utiliser ces données pour faire quelque chose qui semblait raisonnable. Donc ça a été les premiers 6 mois de l'étude. Et ensuite, quand on a mis notre système en exploitation, au bout de 6 mois, les premières semaines, on a été vraiment contents. Et puis ensuite, tout s'est emballé, plus rien n'a marché. Bon, d'accord. Donc on s'est dit, c'est pas terrible tout ça. Donc là, ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est au fil du temps, en fait, c'est ce que je vous avais montré. Donc les données qui ont été enregistrées au départ. Là, il y a une période en fait où la personne n'a visiblement pas été là. Et puis là, ce qu'on voit, c'est les données après cette période en fait de blanc. Donc il faut savoir que ces données enregistrent des environnements où des personnes âgées vivent. Donc là, elle a sûrement fait une cour de jouvence, mais on voit que cette personne, de 0h du matin à 24h, elle a un comportement très très actif, très uniforme. Donc soit on remet en cause la donnée, soit la personne, ou c'est plus la même personne. Donc là, il y a vraiment une question très importante. Quand on prend une donnée et quand on veut établir une décision à partir de ces données, comment pouvoir diagnostiquer si c'est un comportement usuel par rapport à un comportement historique? Comment diagnostiquer si c'est juste un problème de capteur? Et si c'est un problème de capteur, on s'aperçoit qu'il faut vraiment faire une détection automatique au fil de l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Donc je ne vous en parle pas, mais on a mis en place un test statistique qui permet en aval automatiquement de détecter en fait si la donnée est erronée ou pas, et pour réduire les fausses alarmes. Alors qu'est-ce qui s'était passé dans notre cas? Ce qui s'était passé, c'est que cette start-up, en fait, quand on l'a rencontrée, elle avait un schéma économique. 1 minute, 0 minute. Je conclus.
cette start-up, quand on l'a rencontrée, en fait, elle avait un schéma économique. Donc, elle était partie avec des capteurs, avec des logiciels en fait libres. On était parti sur des solutions en développement libre, des capteurs peu chers, et voilà, des capteurs peu chers. Et en fait, on s'est aperçu que ces capteurs, eh ben, ils ne fonctionnaient plus, en fait, au bout de 6-8 mois. Donc, elle a revu complètement sa façon de voir les choses. Et on est parti sur d'autres capteurs et donc on a réentraîné les modèles. Voilà. Donc, en conclusion et en perspective, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est arrivé, dans un premier temps, à partir d'objets connectés, à mettre en place en fait, des traitements statistiques et de machine learning pour faire du diagnostic, mais qu'il y a encore plein de choses en fait, à lever sur l'information qu'on peut utiliser pour ces données-là. Donc la start-up en fait s'est montée, elle a recruté en fait Julie Auger, qui était chercheure postdoctorante, et là elle vit sa vie. Donc on continue en fait de travailler un peu mathématiquement parce qu'il y a des choses à faire, mais elle essaye de se développer et puis de vendre sa solution. Voilà, je vous remercie.